Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, concerto cacophonique à l'Assemblée nationale. Les travaux prévus ce jeudi à la Chambre basse ont été interrompus suite à un blocus des députés du SDF. Les parlementaires du premier parti de l'opposition, mécontents de la non-inscription du sujet relatif à la crise anglophone à l'ordre du jour des travaux prévus ce jour, ont donc entamé un mouvement de contestation qui a contraint le président de l'Assemblée nationale à arrêter les travaux prévus ce jour à l'Assemblée nationale. Nous faisons le point dans cette édition du journal. La Libye rejette les accusations de traite de migrants africains dont elle fait l'objet. La représentation diplomatique de Tripoli à Yaoundé parle d'allégations non fondées. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jour dans la capitale, l'ambassadeur de Libye au Cameroun a cependant rassuré que des enquêtes étaient en cours dans son pays pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis hors de nos frontières en Libye, en Zimbabwe donc, au Zimbabwe précisément, Emerson Mnangagwa prêtera serment demain vendredi. Le remplaçant de Robert Mugabe a appelé à travailler pour la reconstruction de l'économie de son pays. Du côté de l'opposition, l'on pense qu'il faut privilégier donc la mise en place et l'organisation des élections transparentes et démocratiques dans les prochains mois. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Nous le disions tout à l'heure, les députés du FDF ont donc bloqué la poursuite de la plénière d'adoption de la loi de règlement de l'exercice 2016 ce jour à l'hémicycle à Yaoundé. Les parlementaires du premier parti de l'opposition au Cameroun ont bruyamment manifesté leur colère après le refus du président de l'Assemblée nationale d'inscrire à l'ordre du jour des travaux le sujet relatif à la crise anglophone, comme l'exigeaient ces députés. Un mouvement de contestation entamé après ce refus a contraint le président Kaveh Djibril à mettre un terme prématurément aux travaux de ce jour. Des précisions avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. Comme dans une cour de récréation, les députés du SDF chantent à tue-tête. Il est environ 11h30 lorsqu'il décide d'interrompre la plénière, alors que l'honorable Luc Koa, rapporteur de la commission des finances et du budget, venait à peine d'achever la lecture du rapport des travaux de la dite commission sur la loi des règlements 2016. C'est alors que l'honorable Joseph Bananzem, président du groupe parlementaire SDF, monte au créneau pour exiger que le Parlement se préoccupe enfin de la crise anglophone. Exigence que le président de la Chambre balaie du revers de la main, provoquant le courroux des parlementaires du SDF qui entonnent des chants, créant un tohu-bohu. Aujourd'hui, on discutait, n'est-ce pas, du projet de loi portant loi de règlement. Voilà, et nous avons pensé que symboliquement, il fallait démarrer cette opération qui a pour nom de code blocus. Nous avons décidé de bloquer l'hémicycle jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la crise anglophone. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune délibération ici, qu'il n'y ait aucun débat ici, et que dans tous les cas, que les travaux ne se poursuivent plus dans cet hémicycle. Tant que, n'est-ce pas, un dialogue ne sera pas ouvert sur la crise anglophone. Le désordre est tel que les députés du RDPC, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, quittent l'hémicycle, suivi des membres du gouvernement présent, abandonnant les députés du SDF qui ne lâchent pas prise et qui entendent poursuivre le blocus jusqu'à ce que le Parlement se penche sérieusement sur la crise anglophone. Le président de l'Assemblée agit comme un militant du RDPC. Vous avez vu comment il se comporte, comment ils ont vidé la salle. Mais en tout état de cause, nous continuons avec notre action. Cette opération va continuer jusqu'à la fin de cette session. À notre départ de l'hémicycle, le ministre Grégoire Oona, qui assure l'intérim du vice-premier ministre, Amadou Ali, venait d'entamer des pourparlers avec les parlementaires du SDF dans une salle quasiment vide. Ils ont commencé par un boycott, ils sont passés à la vitesse supérieure ce jeudi
en boycottant donc la séance plénière, mieux, en bloquant les travaux ici à l'Assemblée nationale. Pour les députés du Social Democratic Front, point de débat tant que la crise anglophone ne sera pas posée sur la table. Et ajoutons à ce sujet que les pourparlers engagés ce jour entre le ministre Grégoire Oona et le groupe parlementaire du SDF ont accouché d'une souris. Les députés du Social Democratic Front ont réitéré leur engagement à bloquer les travaux de la session en cours tant que la question de la crise anglophone n'est pas débattue au Parlement en vue d'une sortie de crise. Le ministre Grégoire Oona, qui représentait pour la circonstance le vice-premier ministre en charge des assemblées, a regretté que le SDF soit passé donc à l'action sans donner du temps au président de l'Assemblée nationale de réfléchir sur cette question. Et justement, l'importance du dialogue calqué sur le modèle de la tripartite de 1991 était expliquée ce jour à Douala. Des figures connues de l'histoire politique du pays, notamment celles des années de 1990, se sont retrouvées ce jeudi dans la capitale économique. Objectif, revisiter les accords de 1991. La rencontre a été initiée par le président de l'UDC, le docteur Adamou Ndam-Njoya. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué et Warren Zidou. Un an après l'avènement du multipartisme au Cameroun, l'opposition camerounaise avait entrepris une démarche en vue de renverser le pouvoir en place. Les partis politiques de cette époque, une vingtaine au total, s'étaient alors constitués en groupe dénommé la tripartite. Le coordonnateur de la dite tripartite était Adamou Ndam-Njoya de l'Union démocratique du Cameroun. Nous sommes en 1991 et 26 ans plus tard, le coordonnateur du dit concept a encore fraîche en mémoire des mobiles et surtout de la mise sur pied de cette tripartite. Ce qui s'est passé, c'était passé en 1991, à la sortie d'une situation difficile du Cameroun, s'apparente un peu à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que il fallait que la plupart des Camerounais, les journalistes de tous les niveaux, et d'ailleurs même beaucoup qui avaient participé à la tripartite, sachent exactement ce qui s'est passé. Du terrain des manifestations, du terrain des villes mortes, au palais des congrès, à la salle qui sera baptisée salle de la tripartite, où on a passé en revue tous les problèmes qui se posaient au Cameroun. Le fait d'aborder le sujet après tant d'années est significatif pour le président national de l'UDC. L'histoire nous apprend beaucoup de choses. L'histoire passée, l'histoire présente, si je puis dire ainsi, les faits nous apprennent beaucoup de choses. Et souvent, comme l'être humain est oublieux, il oublie. Alors nous disons qu'il ne peut pas oublier. Et quand on se souvient, surtout de ce qui est positif, ce qui peut ouvrir les voies à la vie, à l'évolution, au progrès, on peut avancer. Certains témoins de cette période de braise de l'histoire du multipartisme au Cameroun se souviennent aussi de ce qui a contribué à l'échec de la tripartite dans son objectif de la cession à la magistrature suprême. Nous ne sommes plus allés à la tripartite en rang serré, comme cela se devait, et nous y sommes allés chacun de son côté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une entente. En réalité, il n'y avait pas un mot d'ordre de l'opposition, en dehors du fait que, avant la tripartite, il y a eu la réunion avec le Premier ministre, mais qui n'a accouché que d'une souris. Le contexte politique de 1991 n'est pas également très loin de ce qui se passe dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, en termes de revendications. Il me semble que parmi les revendications on va dire les leaders fédéralistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a le besoin d'améliorer les conditions de vie des populations. Je dis que nous étions exactement dans la même logique. Les échanges de Douala, initiés par l'Union démocratique du Cameroun, tournaient autour de comment asseoir la culture de dialogue, des concertations et du consensus dans les mœurs pour l'ancrage de l'unité nationale au Cameroun. Et j'annonce que le président donc, de l'UDC, le docteur Adamou Ndam-Njoya, sera notre invité dans la seconde partie de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur l'importance du dialogue, l'objectif donc de la rencontre de ce jour à Douala, mais également sur d'autres sujets d'actualité. Entretien à suivre à la fin de cette édition du journal.
Tout à fait autre chose à présent, alors que les condamnations véhémentes du sort des migrants africains en Libye se multiplient à travers le monde, le représentant de Tripoli au Cameroun rejette les accusations dont son pays fait l'objet depuis quelques semaines. À en croire le diplomate libyen, rien ne prouve que les images diffusées sur des télévisions ces derniers jours viennent de la Libye. Le diplomate Kamis Mohamed Lama ajoute cependant que des enquêtes sont ouvertes en Libye pour faire la lumière sur cette affaire de traite de migrants africains dans son pays. Des précisions avec Guizogo. Clouée au pilori depuis la diffusion des images de vente des migrants comme esclaves, la Libye réagit. Son ambassadeur au Cameroun s'est exprimé à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Premièrement, jusqu'à maintenant, rien n'a été prouvé que ce reportage se passe en Libye. Rien. Ce sont de présomptions et actuellement le gouvernement a pris ça au sérieux parce que la Libye n'accepte pas ce qui se passe. La Libye n'accepte pas toute atteinte, que ce soit aux citoyens libyens et surtout à nos hôtes, que ce soit africains ou autres. Néanmoins, le diplomate indique qu'une enquête est ouverte par Tripoli avec à terme la traduction en justice des coupables si ces faits étaient avérés. Le gouvernement a pris ça au sérieux. Il y a une commission d'enquête qui a été constituée au niveau gouvernemental, au niveau du gouvernement, et une cellule de crise à haut niveau a été constituée au ministère des Affaires étrangères. Cette cellule travaille 24 heures sur 24 heures avec les ambassades libyennes qui sont en Afrique et avec les ambassades africaines qui sont actuellement accréditées en Libye et toutes les organisations humanitaires internationales. Nous travaillons actuellement pour enquêter sur cette affaire et s'il y a des personnes ou des parties qui seront impliquées, que ce soit libyennes ou étrangères, ils passeront en justice pour recevoir les punitions qui leur sont adéquates. Pour l'heure, le pays de Muammar Kadhafi se montre outré des attaques perpétrées contre ses représentations diplomatiques. Tous les Libyens rejettent l'esclavage qui va à l'encontre de nos valeurs humaines, de notre culture. Nous condamnons l'encerclement de certaines représentations diplomatiques libyennes en Afrique, car elles bénéficient d'une immunité diplomatique. Les États doivent protéger nos diplomates. Au-delà, le représentant libyen à Yaoundé soutient que son pays a toujours été une terre d'accueil. La Libye a été toujours un pays accueillant, que ce soit pour l'Afrique, pour les Arabes ou pour toutes les nationalités. Durant 40 ans, la Libye a donné à l'Afrique plus qu'elle a donné à la Libye elle-même. Nous avons investi dans beaucoup de pays africains, nous avons fait des projets communs, nous avons constitué des commissions mixtes avec les Africains et l'Afrique a été toujours, et la Libye a été toujours une partie intégrante de l'Afrique. Le seul hic, reconnaît-il, c'est la période d'incertitude que traverse la Libye. Mais là encore, le diplomate libyen voit la faute ailleurs. En clair, dans l'affaire des migrants africains en Libye, pour Tripoli, une seule option est entendue actuellement, l'enfer, c'est les autres. Parlons santé à présent. Ce chiffre inquiétant, plus de 3000 centres de santé implantés sur le territoire camerounais exercent dans l'illégalité. Cette information inquiète encore plus lorsqu'on apprend que 12 ou 17 seulement autorisations ont été délivrées cette année à des promoteurs de centres de santé dans le pays. Voilà qui pourrait donc confirmer que la santé est devenue un véritable business et rentable dans notre pays. Des précisions dans ce reportage signé Claude Decoy et Gladys Sidji. Au Cameroun, les centres de santé sortent de terre comme des champignons. Plus de 3000 nouveaux centres de santé ont été recensés cette année sur l'ensemble du territoire national par le ministère de la Santé publique. Pourtant, l'Ordre des médecins du Cameroun reconnaît n'avoir délivré jusqu'ici que 17 autorisations d'ouverture de centres de santé pour cette année 2017 dans tout le pays. L'Ordre, en effet, par la voix de son porte-parole, soutient que pas plus de 25 autorisations ne peuvent être délivrées durant une année. Récemment, il y a eu une réunion entre le ministre de la Santé et son équipe et les ordres professionnels de la santé au Cameroun. En conclusion de cette réunion, plus de 3000 centres de santé
ont été diagnostiqués et repérés dans l'ensemble du territoire camerounais. Mais alors moi je vous dirais une chose, c'est que l'Ordre national des médecins du Cameroun ne délivre pas plus de 25 autorisations d'installation en clientèle privée au cours de l'année. Cette année, par exemple, nous n'avons délivré que 17 autorisations. Donc si vous faites un calcul, ça veut dire que même pendant 25 ans, l'ordre ne peut pas délivrer 3000 autorisations. Des milliers de centres de santé prospèrent dans la clandestinité. Des charlatans se retrouvent dans la profession sans compétences requises. La population paie le plus fort parce qu'on a des charlatans dehors, des faux médecins dehors. Nous avons même des mécaniciens qui sont installés avec des faux diplômes de médecins. Et ça, c'est la prison. Nous avons des infirmiers qui utilisent le logo du médecin. Ça, c'est la prison. Donc, le médecin du Cameroun dit la récréation est terminée. Le sujet de l'exercice illégal de la médecine au Cameroun et celui de l'assurance maladie universelle seront d'ailleurs au menu des échanges entre médecins et responsables du ministère de la Santé publique dans les prochaines heures à la faveur de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun. Et ajoutons donc que l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun se tient demain à Yaoundé. Ces questions seront adressées au cours des travaux. Et il faut espérer que ces centres de santé clandestins ne soient en rien dans la stagnation du taux de mortalité dû au paludisme dans notre pays. 2000 personnes en meurent chaque année au Cameroun. Quant à la tuberculose, 48 000 cas sont détectés par an. Loin derrière, le VIH-Sida constitue toujours cependant un sujet d'inquiétude. La plateforme de lutte contre ces maladies vient de se rencontrer à Douala pour faire l'évaluation des méthodes de prévention de ces tueurs. Elle recommande d'agir davantage. Flavien Tongo. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont 3 maladies qualifiées de dangereuses qui font partie des causes de l'absentéisme en milieu professionnel au Cameroun. Que le paludisme était la première cause d'absentéisme en 2010 lorsque l'entreprise a décidé de s'attaquer au paludisme. Le paludisme est relégué aujourd'hui à la 5e place de l'absentéisme dans l'entreprise. Si le paludisme semble sous contrôle dans certaines entreprises, il est à noter que sur le plan national, les dégâts causés par la pathologie inquiètent. Près de 2000 Camerounais qui meurent encore chaque année du paludisme. Donc nous ne devons pas arrêter nos efforts-là et nous devons tout faire pour arriver à 0 cas de décès et cas de paludisme. Pour ce qui est de la tuberculose, le combat mené par des structures qualifiées afin de réduire la prévalence reste peu efficace. Il y a 48 000 cas de tuberculose au Cameroun chaque année. Ce chiffre baisse, il était à 50 000 avant, mais on a quand même réussi à diminuer l'estimation des cas de tuberculose. Ça veut dire qu'on travaille. Le VIH-Sida, quant à lui, reste une préoccupation majeure pour le comité national créé pour contrecarrer l'un des tueurs du siècle. Autour de 3,9%, ça c'est les projections IPP Spectrum. En termes de personnes vivant avec le VIH, c'est 560 000 personnes qui vivent avec le VIH. Donc en décembre 2016, c'est 205 000 personnes qui étaient déjà sous traitement. Toutes ces actions qui ont pour but la réduction, sinon l'éradication de ces maladies, sont une conjugaison des efforts des secteurs privés et publics. La 2e édition de la cérémonie de partenariat de cette convention dans la lutte contre ces pathologies tenue à Douala a permis de constater que le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont combattus au sein de certaines entreprises. L'actualité hors de nos frontières à présent, Zimbabwe, de retour de son pays depuis hier, Emmerson Mnangagwa prêtera serment demain vendredi. Il a invité le Zimbabwe à travailler afin de développer l'économie du pays. Un discours séduisant dont se méfie cependant le MDC, le principal parti de l'opposition, dirigé par Morgan Tsvangirai, soutient que Emmerson Mnangagwa est un proche de Robert Mugabe et habitué du système. Pour ce parti, il faut davantage travailler à organiser des élections démocratiques transparentes dans les prochains mois. Pour de précisions, dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Aujourd'hui, nous voyons naître une nouvelle démocratie au Zimbabwe. Voilà les premiers propos d'Emmerson Mnangagwa face à ses partisans après son arrivée à Harare.
La volonté du peuple vaincra toujours, a ajouté celui que l'on surnomme le crocodile. Le vice-président du Zimbabwe est notamment revenu sur l'économie du pays, alors que l'activité tourne au ralenti, l'argent manque et le chômage touche 90% de la population. D'où cet appel d'Emerson Mnangagwa, avant même son investiture prévue ce vendredi. J'en appelle à tous les Zimbabwéens patriotiques de se rassembler, de travailler ensemble. Personne n'est plus important que l'autre. Nous sommes tous des Zimbabwéens. Nous voulons développer notre économie. Nous voulons la paix et nous voulons du travail, a-t-il lancé. Face à ce discours, le jeune militant de la ZANU-PF, séduit, affirme qu'il faut lui donner une chance. Mais pour l'opposition, Emerson Mnangagwa n'est rien d'autre qu'un pilier du système Mugabe. Le MDC de Morgan Tsvangirai soutient que la transition qui s'annonce doit s'attacher à organiser des élections en juin 2018, comme le prévoit la constitution zimbabwéenne. Douglas Monzora, le secrétaire général du mouvement pour le changement démocratique, explique que le principal parti d'opposition du pays n'a pas participé à la chute de Mugabe pour la beauté d'un geste quelconque. Il est question de changer le système établi par celui qui a dirigé le pays durant 37 ans. D'autant que la constitution au Zimbabwe prévoit qu'en cas de démission du président de la République, c'est le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale qui a la latitude de désigner le chef de l'État qui va assurer l'intérim durant 90 jours avant l'organisation de nouvelles élections. C'est donc pourquoi, malgré son limogeage du poste de vice-président par Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa, qui a été porté à la tête de la ZANU-PF et désigné par le parti, sera investi président de la République. Du sport à présent, Coupe du Cameroun de football. Les deux finalistes de cette compétition se trouvent déjà à Yaoundé, en attendant bien sûr la confirmation de la date de la prochaine finale qui devrait cependant en principe se disputer ce dimanche. New Star de Douala a quitté la capitale économique ce jeudi pour Yaoundé où se trouvent depuis lundi UMS de Loum, Emos Songo et Hervé Kémier. Et je vous parlais donc de cette Coupe de Cameroun, notamment de la finale qui devra se disputer ce dimanche en principe. New Star de Douala, l'un des clubs finalistes de la compétition, a quitté la capitale économique ce jeudi pour Yaoundé. Et à Yaoundé, nous retrouvons donc UMS de Loum depuis lundi dernier. Emos Songo et RVK reviennent sur ces deux clubs. La mobilisation était spéciale ce matin au siège de New Star de Douala. Le club finaliste de la Coupe du Cameroun fait fi du mystère qui entoure l'annonce de la date officielle de la finale de la Coupe du Cameroun pour prendre la direction de la capitale Yaoundé afin de mettre la dernière touche à la préparation de cette finale contre UMS de Loum. La page de la déconvenue de 2012 est tournée chez les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Nouvelle étoile de Douala, on part à Yaoundé pour remporter la coupe. On n'est pas pour jouer devant le public, on part pour remporter. Il y aura l'ambiance devant le gouverneur mercredi qui vient à Bonandio. On part remporter. Avant de quitter sa base, New Star de Douala a révisé toutes ses gammes au stade de l'unification de Douala-Bepanda. Si l'échec de 2012 était un vrai cauchemar pour les joueurs et dirigeants, la génération de 2017 veut marquer l'histoire du club en remportant le premier trophée majeur de l'équipe depuis sa création, dans un état d'esprit de guerrier. L'état d'esprit est au beau fixe, tout le monde est confiant. Nous savons que nous avons une dure partie qui nous attend, parce que UMS de Loum, c'est pas une équipe facile à manœuvrer, mais nous sommes préparés pour, et nous restons confiants en nos capacités. Pour l'entraîneur en chef, Ndiam Laurent, il faut résoudre l'équation UMS de Loum. Il faut jouer au foot, il faut résoudre l'équation. Je ne vais pas ici me mettre à vous expliquer ce qu'il faut faire alors que je dois représenter ça sur le terrain. Nous avons joué contre une équipe qui a eu 4 points sur le championnat, qui a eu beaucoup de bonnes directives dans le jeu, qui a beaucoup de décrochage, qui a eu force et vitesse, qui utilise très bien le ballon. Une équipe qui est difficile à jouer. Malheureux finaliste en 2012, New Star de Douala rêve de toucher le Graal cette année. De la publi-information avant la seconde partie de ce journal. 3 jeunes Camerounais viennent d'être célébrés à Douala. Ils ont représenté avec brio leur filiale à l'Africa Game Show, le rendez-vous annuel de l'élite panafricaine du gaming et du e-sport, dont la multinationale Orange est le sponsor. Reportage. La directrice générale d'Orange Cameroun brandit avec fierté le trophée remporté par l'un de ses 3 ambassadeurs,
À la toute première édition de Africa Game Show, les 3 héros de Casablanca au Maroc ont été présentés à la presse le 22 novembre 2017 à Douala. La compétition qui met en valeur le jeu vidéo a été une opportunité pour ces 3 mousquetaires d'étaler tout leur savoir-faire dans le e-sport. Vous avez fait preuve de créativité, vous avez fait preuve d'endurance, parce que je pense que vous n'êtes pas juste assis et vous avez joué un peu et vous avez gagné. Vous avez fait preuve de ténacité, toutes ces valeurs que nous sommes fiers d'accompagner. On voit à travers ça que le digital transforme complètement notre vie. La plus belle performance a été réalisée par Carlos Nikobi à l'épreuve de Pro Evolution Soccer 2018, qui est un jeu de football, où il est arrivé en tête avec à la clé un chèque de 3 500 €, l'équivalent de 2 275 000 francs CFA. Je suis sorti vainqueur avec une très belle victoire. Par nous combattions les Ivoiriens. C'est vrai que ça a souvent été très difficile, mais ça s'est très bien passé avec un score de 6-1 au final. Et je dis merci encore. Et c'était une très belle victoire pour le Cameroun. Et le Cameroun le mérite parce que nous sommes des lions indomptables. Il a aussi survolé la compétition dans l'épreuve de Street Fighter V, le jeu de combat, où Seni Sali, avec à la clé un chèque de 300 €, l'équivalent d'un peu plus de 190 000 francs CFA. C'était une expérience incroyable quand même. L'e-sport est un domaine vraiment assez vaste et assez prometteur. Vraiment merci, un grand merci à Orange Cameroun. Enfin, Emmanuel Souki a occupé le 3e rang à l'épreuve de la course de voitures. En elle-même, l'aventure était magnifique. On a pu découvrir les faces cachées qu'on ne connaissait pas sur le e-sport. Bon, les difficultés ont été au niveau de la logistique, parce qu'il y a aussi la pression. Bon, je tiens à remercier Orange d'avoir, comme je l'ai dit, d'avoir cru en nous. Après le tournoi Orange Football Club e-sport, en parallèle de la CAN Total 2017 au Gabon, qui avait réuni 8 pays du groupe, le groupe Orange, en partenariat avec la World Gaming Federation, a réuni l'élite panafricaine du gaming et du e-sport à Casablanca les 18 et 19 novembre 2017. L'Africa Game Show a connu la participation de 14 pays, dont 12 Africains, pour environ 2000 gamers. Retrouvons-nous dans quelques minutes pour la seconde partie de ce journal. Je le disais tout à l'heure, notre invité ce soir, c'est le docteur Adamou Ndamjoya, président de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir docteur et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors avant d'en arriver à la rencontre qui vous amène à Douala ce jour, d'abord un mot sur l'actualité brûlante de cette journée. Nous l'avons vu à l'instant, les députés du SDF qui ont donc boycotter donc la session aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un boycott qui a amené à interrompre donc les travaux. Quelle est votre appréciation de ce qui s'est passé ce jour à la Chambre basse? Je crois que depuis novembre 2016, l'Union démocratique du Cameroun a eu à se prononcer sur cette question et la nécessité du Parlement d'intervenir sur les problèmes qui se posent dans les parties nord-ouest de notre pays. Et si mes souvenirs sont exacts, notre porte-parole, député l'honorable Patricia Ndamjoya, a fait des interventions dans ce sens et a même interpellé au niveau de l'Assemblée nationale les présidents et tous ceux qui pouvaient initier une action au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est surprenant qu'aujourd'hui, on apprend ce qui se passe avec les députés SDF. Donc vous êtes en solidaire de ce qui s'est passé aujourd'hui, de cette action des députés du SDF à l'Assemblée? Bon, c'est trop dire, par la solidarité. Je constate cette action. Je me dis qu'il y avait d'autres actions qu'on aurait pu mener depuis. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé à cela. De façon générale, comment est-ce que vous appréciez la gestion de cette crise anglophone par le gouvernement? Selon d'autres partis de l'opposition, on pense que le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi depuis le début de cette crise. Quel est votre avis sur la question? Je crois, je dois me mettre à juger le gouvernement maintenant, mais je dois dire ce que nous pensions de cette crise. Nous savions, je crois, les Camerounais de bonne foi le savent, qu'il y a des solutions à cette crise. Cette solution peut provenir de ce que les pères fondateurs qui s'étaient réunis à Fumban en 1961 avaient décidé en ce qui concerne l'évolution de notre pays.
ils avaient non seulement jeté les bases juridiques en ce qui concerne la mise sur pied des bases de l'unité nationale, mais aussi le processus qui devait nous guider dans l'évolution, dans les mutations que connaît chaque société et que nous devions connaître. Après la mise sur pied de la fédération, les principes de consensus, de dialogue, de concertation étaient retenus. Si bien que j'ai dit qu'il y a un acquis, un héritage très fort que nous devons respecter. Et en le respectant, nous évitons des situations comme celles de tensions, de conflits que nous connaissons aujourd'hui. Alors, selon le gouvernement, le porte-parole du gouvernement notamment qui s'est exprimé longuement à ce sujet, le gouvernement n'a fait que dialoguer depuis le début de cette crise. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Oui, peut-être des dialogues. J'ai eu l'expérience de dialogue à la tripartite. Et si c'est ce dialogue, oui. Si c'est un autre dialogue, moi, je ne vois pas comment ça se passe, ce dialogue. Le dialogue à la tripartite, c'est que les partis intéressés se retrouvent autour d'une table, on échange, on pose des problèmes, on cherche des solutions, on s'entend. Parce que dans le fond, nous partageons quelque chose de très fort. Nous appartenons à une nation, nous appartenons à un État qui est une république. Nous avons le devoir de maintenir cette nation, de le consolider, et chacun a le devoir d'apporter ce qu'il peut pour contribuer à la consolidation de la nation. Et donc, selon vous, il n'y a pas encore eu de dialogue jusqu'ici au sujet de la crise anglophone, notamment? Je crois que le dialogue doit se faire. Je crois que l'on parle de dialogue, il faut faire un dialogue. Et quand on parle de dialogue, on se propose de rencontrer des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes arguments que vous, les mêmes préoccupations que vous, et c'est à la lumière du dialogue que les éléments sortent pour qu'on puisse s'harmoniser, avancer ensemble et à consolider notre unité nationale. Justement, puisqu'on parle du dialogue, on aborde donc là l'objet de la rencontre de ce jour à Douala qui s'inscrit dans une sorte de série, puisque vous avez commencé par Yaoundé, je crois le 13 novembre dernier. Oui. Vous l'avez dit vous-même, il s'agit de révisiter un peu les accords de 1991. Pourquoi aujourd'hui précisément? Oui, je dois dire que depuis 1991, chaque année, dans le cadre de l'Union démocratique du Cameroun, parce qu'on parle de la tripartite, mais on oublie souvent l'arbre de la paix. L'arbre de la paix, c'est ce qui a terminé cette tripartite. La tripartite qui est née à la suite de villes mortes, des manifestations violentes, où les fils et les filles de ce pays se rencontraient, non pas pour construire, mais pour se chamailler, se disputer, etc. On a abouti à la tripartite, et on a abouti pour clôturer à l'arbre de la paix. C'est-à-dire, dans les confrontations, il faut toujours s'attendre à se retrouver autour d'une table. Et c'est de cela qu'il s'agit essentiellement. Nous sommes dit qu'il faut revenir, qu'il faut revisiter ce qu'on avait vécu à cette époque-là. Tout à l'heure, j'ai écouté un intervenant qui a dit qu'on avait rencontré le Premier ministre et puis après, rien n'est sorti. Je crois qu'il est encore dans la phase de ceux qui, en 1991, n'avaient pas compris, n'avaient pas cherché à comprendre. Et c'était peut-être aligné du côté du pouvoir, dans la mesure où, après la tripartite, après les accords qui ont été signés, qui étaient une avancée extraordinaire sur le plan démocratique, pour consolider la République, c'était extraordinaire parce qu'on a décidé la révision de la Constitution. On a décidé d'éliminer toutes les mesures privatives de liberté, d'expression. On a décidé de faire revivre un journal qu'on avait banni, si je puis dire, Le Messager par exemple. On avait décidé de prendre des mesures en ce qui concerne les impôts, les taxes pour ceux qui avaient souffert pendant les villes mortes. Et à tout cela qui avait été pris, surtout la révision de la Constitution. Alors que cela n'était pas prévu initialement lorsque le président de la République avait demandé que le Premier ministre réunisse différentes couches de la société pour discuter surtout de deux problèmes, élection à l'Assemblée nationale, question de communication. Nous, on a dégagé les points qui intéressaient les Camerounais, réviser la Constitution, réorganiser ce texte fondamental pour arriver à mettre sur pied un code électoral véritable, pour qu'il y ait des élections transparentes dans notre pays. Alors, beaucoup n'ont pas compris. Et je crois être ici, comme nous avions à Yaoundé le 13, c'est pour permettre que les Camerounais comprennent, réalisent
qu'on peut être en conflit, on peut être opposé, on peut se battre, mais en fils et filles d'un même pays, on finit toujours par se retrouver pour construire. Mais il me semble que l'élément déclencheur de ces rencontres que vous organisez depuis quelques jours, c'est bien sûr la crise anglophone. Pourquoi avoir attendu cette crise pour révisiter ces accords? Bon, je ne veux pas dire que ce soit la crise anglophone, parce que vous savez, nous avons des crises latentes. Dans nos régions, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, des problèmes culturels, il y a des problèmes d'éducation, de santé, c'est des problèmes que nous connaissons dans nos régions, dans nos départements, dans nos arrondissements, dans nos villages. Depuis longtemps, oui, ils sont des problèmes qui durent depuis longtemps. Et il y a tous ces problèmes. Maintenant, le problème du nord-ouest et du sud-est, c'est le problème camerounais, ça intéresse tous les Camerounais. Alors nous avons pensé donner une dimension plus forte encore à cette tripartite pour qu'on se rende compte qu'on peut être un problème, qu'on peut se disputer, mais qu'on peut se retrouver pour trouver une solution à ces problèmes. Alors, la tripartite, elle a été, il me semble, organisée en lieu et place de la conférence nationale qui avait été demandée à l'époque par les partis de l'opposition. Il y avait un rapport de force certain en cette période-là. Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui, quelles sont les garanties pour vous que le gouvernement prendrait en compte ce qui sortira de ce que vous êtes en train de faire, de ces rencontres-là? Aujourd'hui, le rapport de force, manifestement, il n'existe plus. Vous savez, quand on parle de rapport de force, c'est une culture qu'on doit bannir dans une société, dans une famille, dans une nation. On doit parler de dialogue, de concertation. On ne doit pas baser l'autorité d'État sur la force. On ne doit pas baser l'autorité des administrations, de ceux qui ont une partie du pouvoir sur la force. On doit baser ça sur les concertations. C'est pour cela qu'au milieu des villes mortes, au milieu de concertations, de violences, nous nous sommes dit qu'il fallait développer les voies pour le dialogue, les voies pour la culture du dialogue, les voies pour la compréhension entre les fils et les filles du Cameroun. Et c'est pour ça que nous pensons que de plus en plus, cela s'impose. Cela s'impose et même ceux qui s'opposaient réalisent qu'il faut dialoguer. Et je crois que tout le monde parle de dialogue. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions, comment organiser le dialogue. Et pour cela, nous disons qu'il y a des expériences qu'on a vécues. On a vécu au sortir de la domination étrangère, avec la conférence de Fouman pour la réunification. On a vécu ça en 91, comme on a dit, où les Camerounais, de tous, la société civile, les médias, les hommes d'affaires, les partis politiques de l'opposition, les partis politiques du gouvernement, et tout le gouvernement se sont retrouvés pour dialoguer, d'où c'est possible. Alors, vous parlez de dialogue. À la fin, il y a bien sûr des résolutions qu'il faut prendre et qui doivent être appliquées. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez noté tout à l'heure beaucoup d'avancées à la suite de la tripartite de 1991, mais il reste que des résolutions principales qui en sont sorties, par exemple l'élaboration d'un code électoral consensuel, il y a eu la Constitution. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ces deux grandes résolutions? Non, être satisfait, non. Il y a des éléments qui demeurent. Nous avons toujours ce problème de code électoral. Nous avons ce problème de la Constitution. La Constitution, c'est quoi? Ce qui a été retenu pendant la tripartite, c'était que le mandat présidentiel, un mandat de 5 ans, renouvelé une seule fois. Nous avions retenu aussi le principe d'avoir un Premier ministre émanant des élections législatives et qui va conduire la politique, et non pas un Premier ministre qui assiste le Président de la République. Nous avons pensé aussi que le Président de la République, une fois élu, ne peut plus être président de parti. Nous avons pensé qu'il fallait mettre sur pied, non pas la Chambre des comptes, mais la Cour des comptes, que le Conseil constitutionnel devait fonctionner. Nous avons pensé aussi qu'un ensemble de mesures en ce qui concerne la liberté d'expression, etc., devaient être prises. Nous avons pensé que la situation des partis politiques devait être clarifiée. Et on devait aboutir à tout cela. Nous disons que c'est ces réalités-là que nous vivons actuellement. Cela a pris 20 ans. Cela a pris un peu plus de 20 ans. Ça veut dire que le dialogue que vous entamez aujourd'hui pourra prendre 20 ans pour trouver des solutions. Non, je dirais ça va attendre 20 ans parce qu'il y a des impondérables, il y a des imprévus, il y a des situations qui peuvent parvenir. Nous ne savons pas. Mais nous disons que nous devons continuer à faire ça. Mais je crois aussi qu'il y a une partie de responsabilité des uns et des autres. Que ce soit les acteurs politiques qui réagissent parce qu'en 1991, beaucoup pensaient que le fruit était mort, qu'on allait le cueillir en partant de la rue. L'UDC n'a jamais retenu cela. Nous avons dit qu'en politique, il faut se considérer comme un coureur de fond, avec des points de vitesse.
Et si tu vas aller très vite, tu ne vas pas arriver, tu vas finir par t'essouffler. Et je crois beaucoup que ce sont s'essouffler. Parlons un peu des échéances électorales à venir. Déjà avec cette nouvelle proposition qui a été faite par le président de la République, Paul Biya, ce jour, qui a décidé, qui propose, on va le dire ainsi, de passer de 35 milliards, ce qui concerne le budget des échéances électorales à venir, à 50 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est un budget réaliste pour les échéances de 2018? Oui, je pense qu'il faut voir comment se distribuer ce budget. On voit les séances de 2018, il y a les municipales, il y a les législatives, il y a les présidentielles. Après les législatives, il y a les sénatoriales, je crois. Il faut voir comment ça se distribue, ça s'organise. C'est sur cette base-là qu'on peut se prononcer. Peut-être que ce sera un peu plus, peut-être que ce sera moins. Parlons justement des présidentielles. Qui sera le candidat de l'UDC? Bon, vous savez, les candidats, ça ne se divise pas comme ça. Et on peut dire que le parti politique sera aux élections présidentielles. C'est déjà beaucoup. Vous y serez? Les partis seront aux élections. Alors, en ce qui concerne la sénatoriale, vous allez également prendre part à cette élection. Il faut noter justement, on parlait tout à l'heure de la Constitution. Les sénateurs sont arrivés un peu comme un cheveu dans la soupe au Cameroun. On n'a pas suivi les préalables pour ça, les conseils régionaux qui étaient prévus, les délégués départementaux. Est-ce que vous êtes prêts à prendre part à la prochaine sénatoriale dans ces conditions? Vous savez, les sénatoriales dépendaient d'un certain nombre de mesures, des élections qui devaient avoir lieu au niveau municipal, au niveau des régions. Nous n'avons pas encore les régions. Nous n'avons pas encore nos régions, il faut les régions. Ce qui veut dire que dans le fond, notre participation aux consultations électorales, dans le jeu politique de notre pays, c'est sur le fond des préoccupations, à savoir la modification du code électoral. Parce que quand on parle des élections sénatoriales, on doit avoir effectivement des élections sénatoriales et non pas une partie des sénateurs qui sont nommés. On doit finir avec cela. Il ne doit pas être nommé. Tout le monde doit être élu. Et il y a un problème de circonscription électorale. Et les circonscriptions doivent cadrer avec les départements. On ne doit pas affecter 10 sénateurs à chaque région. Ce qui ne répond pas à nos réalités. Quand on voit sur le terrain le nombre d'habitants suivant les régions, ou les superficies des régions, on doit partir sur d'autres bases. Et c'est ce qui est dans notre programme. Si même on doit participer à des élections. Et en attendant, nous disons qu'absolument, il faut qu'il y ait une modification en ce qui concerne le code électoral. Mais vous allez participer aux élections? Il faut qu'il y ait, nous avons toujours participé aux élections. Vous allez confier. Alors, l'autre actualité, c'est également la situation au Zimbabwe, avec le départ de Robert Mugabe ces derniers jours, la démission plus précisément. De façon globale, comment est-ce que vous appréciez ce qui s'est passé dans ce pays? Bon, j'ai dit que c'est toujours regrettable d'en arriver à cela dans nos pays africains, et si bien qu'on considère que ces situations n'arrivent qu'aux pays africains. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a tout un problème à résoudre. Il y a toute une situation qu'on doit vraiment développer dans notre pays, c'est-à-dire créer des conditions de mutation, d'évolution, de transition pacifique. Et puis on a des leçons. Même Mandela nous donne une bonne leçon. Aïja nous a donné une leçon. Senghor nous a donné une leçon. Il y a des leçons, il y a des références. Alors qu'on doit prendre conscience de tout cela et s'organiser. Dans le fond, pour dire que une nation, ce sont des générations. On doit s'organiser pour que les générations se suivent, se développent et pour que la nation prospère. Les situations ne sont pas les mêmes dans tous les pays, mais à votre avis, de façon générale, pourquoi est-ce que les chefs d'État d'Afrique, notamment d'Afrique centrale, ont du mal à quitter le pouvoir, ce qui est observé? Il faut leur demander. Pourquoi ils ont quitté le pouvoir? Il faut leur demander. Vous qui êtes un acteur de la scène politique, vous qui avez certainement une meilleure appréciation de la politique que nous, pourquoi est-ce qu'à votre avis, il reste accroché? L'opposition, par exemple, ne fait pas son travail. Il faut que l'armée intervienne avec des coups de force pour vous aider. On ne devrait pas avoir besoin de ça. C'est pour ça qu'à l'Union démocratique du Cameroun, nous nous battons depuis. Depuis qu'on a créé cette formation politique, on a posé le problème de fond en ce qui concerne la Constitution, en ce qui concerne le code électoral qui va être initié à partir de la Constitution, pour créer les conditions de transition démocratique dans le pays, pour faire des transferts
de changement en ce qui concerne l'exercice des différents pouvoirs à différents niveaux. Et je pense que c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. On doit développer cela. Et puis si je dis cela, je n'ai pas commencé cela aujourd'hui. J'ai commencé ça quand j'étais à l'université ou bien quand je me suis retrouvé responsable gouvernemental. J'avais développé l'idée de nouvelle éthique de l'éducation et l'éducateur. C'est-à-dire que on soit formé, on soit éduqué, les jeunes, les moins jeunes, pour être des citoyens responsables. Et réaliser que dans n'importe quel poste où on se trouve, on a une mission fondamentale. C'est de vrai pour rendre les populations heureuses et vertueuses. Vous faites partie de ceux qui estiment que l'Afrique a été un peu surprise par la démocratie? Pas surprise, peut-être il n'y a pas eu assez de sages. Nous avons une sagesse africaine forte qui permet d'apprécier les situations, d'évoluer. Nous n'avons pas peut-être eu des intellectuels qui réfléchissent, parce que ce qui nous manque aussi beaucoup en Afrique, c'est absence de réflexion, d'interrogation, de critique. Mais on est entré dans le système, on se met à consommer, on ne travaille pas pour produire. Et cette production va venir de la culture, ça va venir de l'éducation, ça va venir de la formation. C'est ça qui nous manque. C'est pour ça que ça nous préoccupe fondamentalement à l'Union démocratique du Cameroun. Et ça nous a préoccupé quand nous étions dans la coordination, quand nous étions dans la coalition. Pour dire que dans le fond, ce qui importe, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit d'ensemble. Pour savoir, aujourd'hui, vous pouvez être responsable et en très bonne santé, et demain, vous pouvez, le lendemain, ne pas vous réveiller. Il ne faut pas que tout tombe. Et pour cela, il faut préparer les générations, préparer ceux qui peuvent continuer si vous tombez. Vous êtes assez préparé à l'UDC, par exemple? Oui, c'est préparé, nous sommes préparés, nous sommes organisés, absolument. Alors, autre sujet d'actualité, puisque vous êtes là, nous allons faire un peu le round-up de toute l'actualité de la semaine. Il y a également cette affaire, vous l'avez suivi tout à l'heure, en Libye, concernant la traite des migrants africains. À ce sujet, vous venez de suivre le représentant de Tripoli à Yaoundé qui estime que pour l'instant, on parle d'allégations non fondées. Avant d'en arriver à cette sortie, comment est-ce que vous avez perçu, vous, les images que vous avez vues de ces migrants africains qui sont aujourd'hui vendus comme des esclaves dans ce pays? Moi, je crois, nous, on a une part de responsabilité. Quand vous dites nous? Nous, les Africains, le sud du Sahara, je veux dire. Si les Africains du Nord se considèrent comme Africains du Nord, s'ils sont ou non, on a un peu de responsabilité. Pourquoi nos enfants, pourquoi nos fils, nos filles sont obligés de s'expatrier de façon brutale, de cette façon-là? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Alors qu'on a tout. Nous avons toutes les ressources. Nous avons des ressources humaines. Nous avons des ressources matérielles. C'est une question d'organisation, de gestion de la société. Vous voyez par exemple les Asiatiques, ils ne connaissent pas ces situations. Parce qu'ils sont organisés. Au contraire, les Européens cherchent à ce qu'ils viennent chez eux. Les Américains cherchent à ce qu'ils viennent. La responsabilité, c'est nous. C'est notre organisation. On a failli. Et on doit comprendre cela. Pour éviter que nos enfants ne soient dans l'obligation de fuir, de partir, de se trouver dans des situations dramatiques, comme ceux qui vont mourir dans la mer, comme ceux qui vont disparaître dans le désert. On ne sait pas combien ont disparu. D'où il y a ça. On doit prendre conscience de cela et s'organiser. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Ce ne sont pas les ressources qui nous manquent. Nous avons tout. Alors, pour ce qui s'est passé, est-ce que vous ne pensez pas que les responsabilités sont quand même un peu partagées? Par exemple, quelles sont les mesures que vous proposez aujourd'hui pour ramener, par exemple, ces enfants qui sont, ces Camerounais qui sont captifs en Libye, et aussi pour faire peut-être pression sur ce pays? Le président français a fait une sortie hier, il a appelé l'ONU à réagir. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire justice à ces personnes qui ne voulaient que se retrouver dans un pays en paix? Oui, je crois que nous sommes organisés en Afrique. Il y a l'Union africaine. Qui n'a pas beaucoup réagi. Oui, qui n'a pas réagi, justement, parce que nous sommes dépendants de l'extérieur. Nous sommes dépendants des autres. C'était le même problème qui se pose. Je crois que ça va nous réveiller, nous faire prendre conscience que nos institutions, nous devons les organiser, les financer, les mettre en marche, pour qu'elles accomplissent les missions que nous sommes en train d'attendre d'elles. Il y a cela. Pour que ce ne soit pas le président français qui vient intervenir pour appeler à l'ONU, l'intervention de l'ONU, etc. C'est ça. C'est le problème de fond. Est-ce que des générations et des générations vont continuer dans cette voie-là? Si on ne bouge pas, si on ne s'organise pas, on ne s'en sortira pas. Là, je reviens du Gabon. J'étais à Libreville, où il y a une réunion des maires
des États de la CEMAC pour voir ce qu'on peut faire dans nos communes, c'est-à-dire pour responsabiliser les populations, pour mobiliser les populations dans le développement au niveau local, pour donner les facilités. On parle de la décentralisation, on parle de transfert de compétences. On a initié, mais c'est comme si la machine s'est grippée. On a commencé à transférer les compétences, mais on a transféré pas les ressources. Il faut qu'on donne les ressources. Là, on va organiser. Les jeunes qui sortent de nos villages, les jeunes qui sont démunis quand ils arrivent en ville, ne vont plus sortir. Ils seront occupés, il y aura des activités. C'est ça. Il y a toute une solution qu'on doit développer en profondeur. Et ça, en permanence. C'est ça le véritable problème. Il ne faut pas se mettre à être un peu de façon superficielle, se plaindre que voilà, ils font ceci, ils font ceci. Ils font ceci pourquoi? Pourquoi on en est arrivé à ça? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Et on peut éviter. La faute donc au gouvernement africain, vous dites? Absolument. Alors, nous allons bientôt refermer cet entretien, mais je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Elle concerne l'UDC. Vous êtes sans doute au courant de ces critiques qu'on fait à ce parti. On estime aujourd'hui que c'est devenu un parti familial et que vous le dirigez avec votre épouse, qui est députée à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Moi, je n'ai pas à répondre à ces questions. Je crois que vous êtes encore de ceux-là qui ont toujours pensé à cela, qui ont voulu que ce soit ainsi. Vous avez vu, Clinton était président des États-Unis, sa femme était candidate aux élections pour être président des États-Unis. Vous voyez, Hollande sa femme était candidate, maintenant il est devenu président des États-Unis. Regardez à travers le monde. Elle est citoyenne, chacun est citoyen. Chacun peut apporter ce qu'il peut apporter. Ce n'est pas une question de famille, c'est une question de compétence, d'action. Il faut voir ce qu'elle fait. Il faut voir ce que chacun fait, juger à partir de cela. Et c'est des prétextes qui ont fait à ce que nous n'avancions pas dans notre pays. Ce sont ces idées-là. Et ce sont des idées qui font que les femmes, peut-être vous ne devez même pas être là, comme femmes. Parce que dans notre société, on dit que les femmes ne doivent pas se présenter devant les hommes, elles ne doivent pas faire ceci, vous ne devez pas être là. Si c'est comme ça qu'ils pensent, il faut qu'ils comprennent. Je n'ai pas à répondre, je n'ai pas de justification. J'ai demandé aux gens d'être un peu avertis, ouverts, de ne pas être fermés, de comprendre, d'étudier, d'analyser, de voir ce que fait l'Union démocratique du Cameroun, ce que nous faisons dans le Sud, ce que nous faisons dans l'extrême nord, ce que nous faisons dans le littoral, ce que nous avons fait pour qu'un député d'une formation politique devienne député, un leader devienne député, etc. Il y a tout ça que nous faisons. C'est ça qu'il faut voir. Les gens ne veulent pas voir. Ce que nous avons fait pour la tripartite, c'est qui réveille les Camerounais maintenant. Ils prennent conscience parce que la plupart des journaux, peut-être le vôtre aussi, à un moment donné, à la tripartite, n'ont pas voulu voir ce qu'on avait. D'autres disaient à l'Israël que je signe. Allez voir les documents qu'on avait signés. Ceux qui n'avaient pas signé vont regretter. Ils ont dit nous aurions dû signer. Nous aurions dû avancer. Maintenant, on va comprendre que l'UDC a fait beaucoup, va continuer à faire et nous allons toujours le faire. Merci à vous, Dr Adamou Ndamdjela, d'être venu sur notre plateau pour cette édition du journal. Merci. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'UDC. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Pour ce parti, il faut davantage travailler à organiser des élections démocratiques transparentes dans les prochains mois. Pour de précisions, dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Aujourd'hui, nous voyons naître une nouvelle démocratie au Zimbabwe. Voilà les premiers propos d'Emerson Mnangagwa face à ses partisans, après son arrivée à Harare. La volonté du peuple vaincra toujours, a ajouté celui que l'on surnomme le crocodile. Le vice-président du Zimbabwe est notamment revenu sur l'économie du pays, alors que l'activité tourne au ralenti, l'argent manque et le chômage touche 90% de la population. D'où cet appel d'Emerson Mnangagwa, avant même son investiture prévue ce vendredi. J'en appelle à tous les Zimbabwéens patriotiques de se rassembler, de travailler ensemble. Personne n'est plus important que l'autre. Nous sommes tous des Zimbabwéens. Nous voulons développer notre économie. Nous voulons la paix et nous voulons du travail, a-t-il lancé. Face à ce discours, le jeune militant de la ZANU-PF, séduit, affirme qu'il faut lui donner une chance. Mais pour l'opposition, Emerson Mnangagwa n'est rien d'autre qu'un pilier du système Mugabe. Le MDC de Morgan Tsvangirai soutient que la transition qui s'annonce doit s'attacher à organiser des élections en juin 2018, comme le prévoit la constitution zimbabwéenne. Douglas Monzora, le secrétaire général du mouvement pour le changement démocratique, explique que le principal parti d'opposition du pays n'a pas participé à la chute de Mugabe,
pour la beauté d'un geste quelconque. Il est question de changer le système établi par celui qui a dirigé le pays durant 37 ans. D'autant que la constitution au Zimbabwe prévoit qu'en cas de démission du président de la République, c'est le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale qui a la latitude de désigner le chef de l'État qui va assurer l'intérim durant 90 jours avant l'organisation de nouvelles élections. C'est donc pourquoi, malgré son limogeage du poste de vice-président par Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa, qui a été porté à la tête de la ZANU-PF et désigné par le parti, sera investi président de la République. Du sport à présent, Coupe du Cameroun de football. Les deux finalistes de cette compétition se trouvent déjà à Yaoundé, en attendant bien sûr la confirmation de la date de la prochaine finale qui devrait cependant en principe se disputer ce dimanche. New Star de Douala a quitté la capitale économique ce jeudi pour Yaoundé où se trouve depuis lundi UMS de Loum. Emos Fango et Hervé Kémier. Et je vous parlais donc de cette Coupe de Cameroun, notamment de la finale qui devra se disputer ce dimanche en principe. New Star de Douala, l'un des clubs finalistes de la compétition, a quitté la capitale économique ce jeudi pour Yaoundé. Et à Yaoundé, nous retrouvons donc UMS de Loum depuis lundi dernier. Et Mosfongo et RVK reviennent sur ces deux clubs. La mobilisation était spéciale ce matin au siège de New Star de Douala. Le club finaliste de la Coupe du Cameroun fait fi du mystère qui entoure l'annonce de la date officielle de la finale de la Coupe du Cameroun pour prendre la direction de la capitale Yaoundé afin de mettre la dernière touche à la préparation de cette finale contre UMS de Loum. La page de la déconvenue de 2012 est tournée chez les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Nouvelle étoile de Douala, on part à Yaoundé pour remporter la coupe. On n'est pas pour jouer devant le public, on part pour remporter. Il y aura l'ambiance devant le gouverneur mercredi qui vient à Bonandio. On part remporter. Avant de quitter sa base, New Star de Douala a révisé toutes ses gammes au stade de l'unification de Douala-Bepanda. Si l'échec de 2012 était un vrai cauchemar pour les joueurs et dirigeants, la génération de 2017 veut marquer l'histoire du club en remportant le premier trophée majeur de l'équipe depuis sa création, dans un état d'esprit de guerrier. L'état d'esprit est au beau fixe, tout le monde est confiant. Nous savons que nous avons une dure partie qui nous attend, parce que UMS de Loum, ce n'est pas une équipe facile à manœuvrer, mais nous sommes préparés pour, et nous restons confiants en nos capacités. Pour l'entraîneur en chef, Ndiam Laurent, il faut résoudre l'équation UMS de Loum. Il faut jouer au foot, il faut résoudre l'équation. Je ne vais pas ici me mettre à vous expliquer ce qu'il faut faire alors que je dois représenter ça sur le terrain. Nous avons joué contre une équipe qui a eu 4 points sur le championnat, qui a eu beaucoup de bonnes directives dans le jeu, qui a beaucoup de décrochage, qui a eu force et vitesse, qui utilise très bien le ballon, une équipe qui est difficile à jouer. Malheureux finaliste en 2012, New Star de Douala rêve de toucher le Graal cette année. De la publiée information avant la seconde partie de ce journal, 3 jeunes Camerounais viennent d'être célébrés à Douala. Ils ont représenté avec brio leur filiale à l'Africa Game Show, le rendez-vous annuel de l'élite panafricaine du gaming et du e-sport, dont la multinationale Orange est le sponsor. Reportage. La directrice générale d'Orange Cameroun brandit avec fierté le trophée remporté par l'un de ses 3 ambassadeurs à la toute première édition de Africa Game Show. Les 3 héros de Casablanca au Maroc ont été présentés à la presse le 22 novembre 2017 à Douala. La compétition qui met en valeur le jeu vidéo a été une opportunité pour ces 3 mousquetaires d'étaler tout leur savoir-faire dans le e-sport. Vous avez fait preuve de créativité, vous avez fait preuve d'endurance, parce que je pense que vous n'êtes pas juste assis et vous avez joué un peu et vous avez gagné. Vous avez fait preuve de ténacité, toutes ces valeurs que nous sommes fiers d'accompagner. On voit à travers ça que le digital transforme complètement notre vie. La plus belle performance a été réalisée par Carlos Nikobi à l'épreuve de Pro Evolution Soccer 2018, qui est un jeu de football, où il est arrivé en tête avec à la clé un chèque de 3 500 €, l'équivalent de 2 275 000 francs CFA. Je suis sorti vainqueur avec une très belle victoire
par nos combattants, les Ivoiriens. C'est vrai que ça a souvent été très difficile, mais ça s'est très bien passé avec un score de 6-1 au final. Et je dis merci encore. Et des projets communs, nous avons constitué des commissions mixtes avec les Africains. Et l'Afrique a été toujours, et la Libye a été toujours une partie intégrante de l'Afrique. Le seul hic, reconnaît-il, c'est la période d'incertitude que traverse la Libye. Mais là encore, le diplomate libyen voit la faute ailleurs. En clair, dans l'affaire des migrants africains en Libye, pour Tripoli, une seule option est entendue actuellement, l'enfer, c'est les autres. Parlons santé à présent. Ce chiffre inquiétant, plus de 3000 centres de santé implantés sur le territoire camerounais exercent dans l'illégalité. Cette information inquiète encore plus lorsqu'on apprend que 12 ou 17 seulement autorisations ont été délivrées cette année à des promoteurs de centres de santé dans le pays. Voilà qui pourrait donc confirmer que la santé est devenue un véritable business et rentable dans notre pays. Des précisions dans ce reportage signé Claude Decoy et Gladys Sidji. Au Cameroun, les centres de santé sortent de terre comme des champignons. Plus de 3000 nouveaux centres de santé ont été recensés cette année sur l'ensemble du territoire national par le ministère de la Santé publique. Pourtant, l'Ordre des médecins du Cameroun reconnaît n'avoir délivré jusqu'ici que 17 autorisations d'ouverture de centres de santé pour cette année 2017 dans tout le pays. L'Ordre, en effet, par la voix de son porte-parole, soutient que pas plus de 25 autorisations ne peuvent être délivrées durant une année. Récemment, il y a eu une réunion entre le ministre de la Santé et son équipe et les ordres professionnels de la santé au Cameroun. En conclusion de cette réunion, plus de 3000 centres de santé ont été diagnostiqués et repérés dans l'ensemble du territoire camerounais. Mais alors, moi, je vous dirais une chose. C'est que l'Ordre national des médecins du Cameroun ne délivre pas plus de 25 autorisations d'installation en clientèle privée au cours de l'année. Cette année, par exemple, nous n'avons délivré que 17 autorisations. Donc, si vous faites un calcul, ça veut dire que même pendant 25 ans, l'Ordre ne peut pas délivrer 3000 autorisations. Des milliers de centres de santé prospèrent dans la clandestinité. Des charlatans se retrouvent dans la profession sans compétences requises. La population paie le plus fort parce qu'on a des charlatans dehors, des faux médecins dehors. Nous avons même des mécaniciens qui sont installés avec des faux diplômes de médecins. Et ça, c'est la prison. Nous avons des infirmiers qui utilisent le logo du médecin. Ça, c'est la prison. Donc, le médecin du Cameroun dit la récréation est terminée. Le sujet de l'exercice illégal de la médecine au Cameroun et celui de l'assurance maladie universelle seront d'ailleurs au menu des échanges entre médecins et responsables du ministère de la Santé publique dans les prochaines heures à la faveur de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun. Et ajoutons donc que l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun se tient demain à Yaoundé. Ces questions seront adressées au cours des travaux. Et il faut espérer que ces centres de santé clandestins ne soient en rien dans la stagnation du taux de mortalité dû au paludisme dans notre pays. 2000 personnes en meurent chaque année au Cameroun. Quant à la tuberculose, 48 000 cas sont détectés par an. Loin derrière, le VIH-Sida constitue toujours cependant un sujet d'inquiétude. La plateforme de lutte contre ces maladies vient de se rencontrer à Douala pour faire l'évaluation des méthodes de prévention de ces tueurs. Elle recommande d'agir davantage. Flavien Tongo. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont 3 maladies qualifiées de dangereuses qui font partie des causes de l'absentéisme en milieu professionnel au Cameroun. Que le paludisme était la première cause d'absentéisme en 2010 lorsque l'entreprise a décidé de s'attaquer au paludisme. Le paludisme est relégué aujourd'hui à la 5e place de l'absentéisme dans l'entreprise. Si le paludisme semble sous contrôle dans certaines entreprises, il est à noter que sur le plan national, les dégâts causés par la pathologie inquiètent. Près de 2000 Camerounais qui meurent encore chaque année du paludisme. Donc nous ne devons pas arrêter nos efforts-là et nous devons tout faire pour arriver à 0 cas de décès et cas de paludisme. Pour ce qui est de la tuberculose, le combat mené par des structures qualifiées afin de réduire la prévalence
reste peu efficace. Il y a 48 000 cas de tuberculose au Cameroun chaque année. Ce chiffre baisse, il était à 50 000 avant, mais on a quand même réussi à diminuer l'estimation des cas de tuberculose. Ça veut dire qu'on travaille. Le VIH-Sida, quant à lui, reste une préoccupation majeure pour le comité national créé pour contrecarrer l'un des tueurs du siècle. Autour de 3,9%, ça c'est les projections IPP Spectrum. En termes de personnes vivant avec le VIH, c'est 560 000 personnes qui vivent avec le VIH. Donc en décembre 2016, c'est 205 000 personnes qui étaient déjà sous traitement. Toutes ces actions qui ont pour but la réduction, sinon l'éradication de ces maladies, sont une conjugaison des efforts des secteurs privés et publics. La deuxième édition de la cérémonie de partenariat de cette convention dans la lutte contre ces pathologies tenue à Douala a permis de constater que le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont combattus au sein de certaines entreprises. L'actualité hors de nos frontières à présent, Zimbabwe, de retour de son pays depuis hier, Emmerson Mnangagwa prêtera serment demain vendredi. Il a invité le Zimbabwe à travailler afin de développer l'économie du pays. Un discours séduisant dont se méfie cependant le MDC, le principal parti de l'opposition, dirigé par Morgan Tsvangirai, soutient que Emmerson Mnangagwa est un proche de Robert Mugabe et habitué du système. Un an après l'avènement du multipartisme au Cameroun, l'opposition camerounaise avait entrepris une démarche en vue de renverser le pouvoir en place. Les partis politiques de cette époque, une vingtaine au total, s'étaient alors constitués en groupe dénommé la tripartite. Le coordonnateur de la dite tripartite était Adamunda Mjoya de l'Union démocratique du Cameroun. Nous sommes en 1991 et 26 ans plus tard, le coordonnateur du dit concept a encore fraîche en mémoire des mobiles et surtout de la mise sur pied de cette tripartite. Ce qui s'est passé, c'était passé en 1991, à la sortie d'une situation difficile du Cameroun, s'apparente un peu à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que il fallait que la plupart des Camerounais, les journalistes de tous les niveaux, et d'ailleurs même beaucoup qui avaient participé à la tripartite, sachent exactement ce qui s'est passé. Du terrain des manifestations, du terrain des villes mortes, au palais des congrès, à la salle qui sera baptisée salle de la tripartite, où on a passé en revue tous les problèmes qui se posaient au Cameroun. Le fait d'aborder le sujet après tant d'années est significatif pour le président national de l'UDC. L'histoire nous apprend beaucoup de choses. L'histoire passée, l'histoire présente, si je puis dire ainsi, les faits nous apprennent beaucoup de choses. Et souvent, comme l'être humain est oublieux, il oublie. Alors nous disons qu'il ne faut pas oublier. Et quand on se souvient, surtout de ce qui est positif, ce qui peut ouvrir les voies à la vie, à l'évolution, au progrès, on peut avancer. Certains témoins de cette période de braise de l'histoire du multipartisme au Cameroun se souviennent aussi de ce qui a contribué à l'échec de la tripartite dans son objectif de la cession à la magistrature suprême. Nous ne sommes plus allés à la tripartite en rang serré, comme cela se devait, et nous y sommes allés chacun de son côté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une entente. En réalité, il n'y avait pas un mot d'ordre de l'opposition, en dehors du fait que, avant la tripartite, il y a eu la réunion avec le Premier ministre, mais qui n'a accouché que d'une souris. Le contexte politique de 1991 n'est pas également très loin de ce qui se passe dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, en termes de revendications. Il me semble que parmi les revendications par, on va dire, les leaders fédéralistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a le besoin d'améliorer les conditions de vie des populations. Je dis que nous étions exactement dans la même logique. Les échanges de Douala, initiés par l'Union démocratique du Cameroun, tournaient autour de comment asseoir la culture de dialogue, des concertations et du consensus dans les mœurs pour l'ancrage de l'unité nationale au Cameroun. Et j'annonce que le président donc de l'UDC, le docteur Adamunda Mjoya, sera notre invité dans la seconde partie de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur l'importance du dialogue, l'objectif donc de la rencontre de ce jour à Douala, mais également sur d'autres sujets d'actualité. Entretien à suivre à la fin de cette édition du journal.
Tout à fait autre chose à présent, alors que les condamnations véhémentes du sort des migrants africains en Libye se multiplient à travers le monde, le représentant de Tripoli au Cameroun rejette les accusations dont son pays fait l'objet depuis quelques semaines. À en croire le diplomate libyen, rien ne prouve que les images diffusées sur des télévisions ces derniers jours viennent de la Libye. Le diplomate Kamis Mohamed Lama ajoute cependant que des enquêtes sont ouvertes en Libye pour faire la lumière sur cette affaire de traite de migrants africains dans son pays. Des précisions avec Guizogo. Clouée au pilori depuis la diffusion des images de vente des migrants comme esclaves, la Libye réagit. Son ambassadeur au Cameroun s'est exprimé à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Premièrement, jusqu'à maintenant, rien n'a été prouvé que ce reportage se passe en Libye. Rien. Ce sont de présomptions et actuellement le gouvernement a pris ça au sérieux parce que la Libye n'accepte pas ce qui se passe. La Libye n'accepte pas toute atteinte, que ce soit aux citoyens libyens et surtout à nos hôtes, que ce soit africains ou autres. Néanmoins, le diplomate indique qu'une enquête est ouverte par Tripoli avec à terme la traduction en justice des coupables si ces faits étaient avérés. Le gouvernement a pris ça au sérieux. Il y a une commission d'enquête qui a été constituée au niveau gouvernemental, au niveau du gouvernement, et une cellule de crise à haut niveau a été constituée au ministère des Affaires étrangères. Cette cellule travaille 24 heures sur 24 heures avec les ambassades libyennes qui sont en Afrique et avec les ambassades africaines qui sont actuellement accréditées en Libye et toutes les organisations humanitaires internationales. Nous travaillons actuellement pour enquêter sur cette affaire et s'il y a des personnes ou des partis qui seront impliqués, que ce soit libyennes ou étrangères, ils passeront en justice pour recevoir les punitions qui leur sont adéquates. Pour l'heure, le pays de Muammar Kadhafi se montre outré des attaques perpétrées contre ses représentations diplomatiques. Tous les Libyens rejettent l'esclavage qui va à l'encontre de nos valeurs humaines, de notre culture. Nous condamnons l'encerclement de certaines représentations diplomatiques libyennes en Afrique, car elles bénéficient d'une immunité diplomatique. Les États doivent protéger nos diplomates. Au-delà, le représentant libyen à Yaoundé soutient que son pays a toujours été une terre d'accueil. La Libye a été toujours un pays accueillant, que ce soit pour l'Afrique, pour les Arabes ou pour toutes les nationalités. Durant 40 ans, la Libye a donné à l'Afrique plus qu'elle a donné à la Libye elle-même. Nous avons investi dans beaucoup de pays africains. Nous avons Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, concerto cacophonique à l'Assemblée nationale. Les travaux prévus ce jeudi à la Chambre basse ont été interrompus suite à un blocus des députés du SDF. Les parlementaires du premier parti de l'opposition, mécontents de la non-inscription du sujet relatif à la crise anglophone à l'ordre du jour des travaux prévus ce jour, ont donc entamé un mouvement de contestation qui a contraint le président de l'Assemblée nationale à arrêter les travaux prévus ce jour à l'Assemblée nationale. Nous faisons le point dans cette édition du journal. La Libye rejette les accusations de traite de migrants africains dont elle fait l'objet. La représentation diplomatique de Tripoli à Yaoundé parle d'allégations non fondées. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jour dans la capitale, l'ambassadeur de Libye au Cameroun a cependant rassuré que des enquêtes étaient en cours dans son pays pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis hors de nos frontières en Libye, en Zimbabwe donc, au Zimbabwe précisément, Emerson Mnangagwa prêtera serment demain vendredi. Le remplaçant de Robert Mugabe a appelé à travailler pour la reconstruction de l'économie de son pays. Du côté de l'opposition, l'on pense qu'il faut privilégier donc la mise en place et l'organisation des élections transparentes et démocratiques dans les prochains mois. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Nous
Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Nous le disions tout à l'heure, les députés du FDF ont donc bloqué la poursuite de la plénière d'adoption de la loi de règlement de l'exercice 2016 ce jour à l'hémicycle à Yaoundé. Les parlementaires du premier parti de l'opposition au Cameroun ont bruyamment manifesté leur colère après le refus du président de l'Assemblée nationale d'inscrire à l'ordre du jour des travaux le sujet relatif à la crise anglophone, comme l'exigeaient ces députés. Un mouvement de contestation entamé après ce refus a contraint le président Kaveh Djibril à mettre un terme prématurément aux travaux de ce jour. Des précisions avec Joël Essengé et Marcelin Gansop. Comme dans une cour de récréation, les députés du SDF chantent à tue-tête. Il est environ 11h30 lorsqu'il décide d'interrompre la plénière, alors que l'honorable Luc Koa, rapporteur de la Commission des finances et du budget, venait à peine d'achever la lecture du rapport des travaux de la dite commission sur la loi des règlements 2016. C'est alors que l'honorable Joseph Bananzem, président du groupe parlementaire SDF, monte au créneau pour exiger que le Parlement se préoccupe enfin de la crise anglophone. Exigence que le président de la Chambre balaie du revers de la main, provoquant le courroux des parlementaires du SDF qui entonnent des chants, créant un tohu-bohu. Aujourd'hui, on discutait, n'est-ce pas, du projet de loi portant loi de règlement. Voilà, et nous avons pensé que symboliquement, il fallait démarrer cette opération qui a pour nom de code blocus. Nous avons décidé de bloquer l'hémicycle jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la crise anglophone. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune délibération ici, qu'il n'y ait aucun débat ici, et que dans tous les cas, que les travaux ne se poursuivent plus dans cet hémicycle. Tant que, n'est-ce pas, un dialogue ne sera pas ouvert sur la crise anglophone. Le désordre est tel que les députés du RDPC, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, quittent l'hémicycle, suivi des membres du gouvernement présent, abandonnant les députés du SDF qui ne lâchent pas prise et qui entendent poursuivre le blocus jusqu'à ce que le Parlement se penche sérieusement sur la crise anglophone. Le président de l'Assemblée agit comme un militant du RDPC. Vous avez vu comment il se comporte, comment ils ont vidé la salle. Mais en tout état de cause, nous continuons avec notre action. Cette opération va continuer jusqu'à la fin de cette session. À notre départ de l'hémicycle, le ministre Grégoire Oona, qui assure l'intérim du vice-premier ministre, Amadou Ali, venait d'entamer des pourparlers avec les parlementaires du SDF dans une salle quasiment vide. Ils ont commencé par un boycott, ils sont passés à la vitesse supérieure ce jeudi en boycottant donc la séance plénière. Mieux, en bloquant les travaux ici à l'Assemblée nationale. Pour les députés du Social Democratic Front, point de débat tant que la crise anglophone ne sera pas posée sur la table. Et ajoutons à ce sujet que les pourparlers engagés ce jour entre le ministre Grégoire Oona et le groupe parlementaire du SDF ont accouché d'une souris. Les députés du Social Democratic Front ont réitéré leur engagement à bloquer les travaux de la session en cours tant que la question de la crise anglophone n'est pas débattue au Parlement en vue d'une sortie de crise. Le ministre Grégoire Oona, qui représentait pour la circonstance le vice-premier ministre en charge des assemblées, a regretté que le SDF soit passé donc à l'action sans donner du temps au président de l'Assemblée nationale de réfléchir sur cette question. Et justement, l'importance du dialogue calqué sur le modèle de la tripartite de 1991 était expliquée ce jour à Douala. Des figures connues de l'histoire politique du pays, notamment celles des années de 1990, se sont retrouvées ce jeudi dans la capitale économique. Objectif, revisiter les accords de 1991. La rencontre a été initiée par le président de l'UDC, le docteur Adamou Daïndjoya. Des précisions avec Étienne Pascal Azégué et Warren. Très belle victoire pour le Cameroun. Et le Cameroun le mérite parce que nous sommes des lions indomptables. Il a aussi survolé la compétition dans l'épreuve de Street Fighter 5, le jeu de combat, où Séni Sali, avec à la clé un chèque de 300 €,
l'équivalent d'un peu plus de 190 000 francs CFA. C'était une expérience incroyable quand même. L'e-sport est un domaine vraiment assez vaste et assez prometteur. Vraiment merci, un grand merci à Orange Cameroun. Enfin, Emmanuel Souki a occupé le 3e rang à l'épreuve de la course de voitures. En elle-même, l'aventure était magnifique. On a pu découvrir les faces cachées qu'on ne connaissait pas sur le e-sport. Bon, les difficultés ont été au niveau de la logistique, parce qu'il y a aussi la pression. Bon, je tiens à remercier Orange d'avoir, comme je l'ai dit, d'avoir cru en nous. Après le tournoi Orange Football Club e-sport, en parallèle de la CAN Total 2017 au Gabon, qui avait réuni 8 pays du groupe, le groupe Orange, en partenariat avec la World Gaming Federation, a réuni l'élite panafricaine du gaming et du e-sport à Casablanca les 18 et 19 novembre 2017. L'Africa Game Show a connu la participation de 14 pays, dont 12 Africains, pour environ 2000 gamers. Retrouvons dans quelques minutes pour la seconde partie de ce journal. Je le disais tout à l'heure, notre invité ce soir, c'est le docteur Adamou Ndamjoya, président de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir docteur et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors avant d'en arriver à la rencontre qui vous amène à Douala ce jour, d'abord un mot sur l'actualité brûlante de cette journée. Nous l'avons vu à l'instant, les députés du SDF qui ont donc boycotté donc la session aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un boycott qui a amené à interrompre donc les travaux. Quelle est votre appréciation de ce qui s'est passé ce jour à la Chambre basse? Je crois que depuis novembre 2016, l'Union démocratique du Cameroun a eu à se prononcer sur cette question et la nécessité du Parlement d'intervenir sur les problèmes qui se posent dans les parties nord-ouest de notre pays. Et si mes souvenirs sont exacts, notre porte-parole, député l'honorable Patricia Ndamjoya, a fait des interventions dans ce sens et a même interpellé au niveau de l'Assemblée nationale les présidents et tous ceux qui pouvaient initier une action au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est surprenant qu'aujourd'hui, on apprend ce qui se passe avec les députés SDF. Donc vous êtes en solidaire de ce qui s'est passé aujourd'hui, de cette action des députés du SDF à l'Assemblée? Bon, c'est trop dire, on parle de solidarité. Je constate cette action. Je me dis qu'il y avait d'autres actions qu'on aurait pu mener depuis. C'est dommage qu'on en soit arrivé à cela. De façon générale, comment est-ce que vous appréciez la gestion de cette crise anglophone par le gouvernement? Selon d'autres partis de l'opposition, on pense que le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi depuis le début de cette crise. Quel est votre avis sur la question? Je crois, je dois me mettre à juger le gouvernement maintenant, mais je dois dire ce que nous pensions de cette crise. Nous savions, je crois, les Camerounais de bonne foi le savent, qu'il y a des solutions à cette crise. Cette solution peut provenir de ce que les pères fondateurs qui s'étaient réunis à Fumban en 1961 avaient décidé en ce qui concerne l'évolution de notre pays. Ils avaient non seulement jeté les bases juridiques en ce qui concerne la mise sur pied des bases de l'unité nationale, mais aussi le processus qui devait nous guider dans l'évolution, dans les mutations que connaît chaque société et que nous devions connaître. Après la mise sur pied de la fédération, les principes de consensus, de dialogue, de concertation étaient retenus. Si bien que j'ai dit qu'il y a un acquis, un héritage très fort que nous devons respecter. Et en le respectant, nous évitons des situations comme celles de tensions, de conflits que nous connaissons aujourd'hui. Alors, selon le gouvernement, le porte-parole du gouvernement notamment qui s'est exprimé longuement à ce sujet, le gouvernement n'a fait que dialoguer depuis le début de cette crise. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Oui, peut-être des dialogues. J'ai eu l'expérience de dialogue à la tripartite. Et si c'est ce dialogue, oui. Si c'est un autre dialogue, moi, je ne vois pas comment ça se passe, ce dialogue. Le dialogue à la tripartite, c'est que les parties intéressées se retrouvent autour d'une table, on échange, on pose des problèmes, on cherche des solutions, on s'entend. Parce que dans le fond, nous partageons quelque chose de très fort. Nous appartenons à une nation, nous appartenons à un État qui est
qui est une république, nous avons le devoir de maintenir cette nation, de le consolider, et chacun a le devoir d'apporter ce qu'il peut pour contribuer à la consolidation de la nation. Et donc, selon vous, il n'y a pas encore eu de dialogue jusqu'ici au sujet de la crise anglophone, notamment? Je crois que le dialogue doit se faire. Je crois que l'on parle de dialogue, il faut faire un dialogue. Et quand on parle de dialogue, on se propose de rencontrer des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes arguments que vous, les mêmes préoccupations que vous, et c'est à la lumière du dialogue que les éléments sortent pour qu'on puisse s'harmoniser, avancer ensemble et à consolider notre unité nationale. Justement, puisqu'on parle du dialogue, on aborde donc là l'objet de la rencontre de ce jour à Douala qui s'inscrit dans une sorte de série, puisque vous avez commencé par Yaoundé, je crois le 13 novembre dernier. Oui. Vous l'avez dit vous-même, il s'agit de révisiter un peu les accords de 1991. Pourquoi aujourd'hui précisément? Oui, je dois dire que depuis 1991, chaque année, dans le cadre de l'Union démocratique du Cameroun, parce qu'on parle de la tripartite, mais on oublie souvent l'arbre de la paix. L'arbre de la paix, c'est ce qui a terminé cette tripartite. La tripartite qui est née à la suite